Le corps sans vie d'une jeune mère de famille est resté 2 mois dans ce champ désolé de Kalamazoo, dans le Michigan. Je me suis dirigé vers ce poteau téléphonique et dès que je suis arrivé au niveau des arbres, je l'ai aperçu. En janvier 2017, la police retrouve le corps de Kellyanne Stanfield en partie gelé, avec 4 blessures par balle à la tête et au cou. Elle avait 36 ans. Mr. Stanfield is here before the court this afternoon, Your Honor, for sentencing. Lors de son procès 1 an plus tard pour le meurtre de sa femme, Kevin Stanfield tente d'exprimer des remords. Mais leur foyer était depuis longtemps une zone de guerre. Des violences dont les 3 enfants du couple et la mère de Kelly ont été témoins. The way Kelly was murdered and left to rot in a field for 2 months was a horror to me and all who knew her. Kevin est condamné à 26 ans derrière les barreaux. Comme Kelly, une femme sur 3 meurt tous les mois aux États-Unis sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. I told you to leave me the alone. Je me rends à Ypsilanti dans le Michigan pour rencontrer Nicole Beverly. Nicole se bat au quotidien pour ne pas subir le même sort que Kelly et tant d'autres victimes. Son ex-mari purge actuellement une peine de 5 ans de prison pour violence conjugale et harcèlement aggravé. Kevin Beverly aurait explicitement sollicité l'aide de plusieurs codétenus pour assassiner son ex-femme. Je croyais que c'était fini avec la prison. Mais environ 1 fois par an, je reçois un appel de la police du Michigan pour me dire que mon ex-mari a essayé d'engager quelqu'un en prison pour me tuer. En 2013, un codétenu déclare que Kevin Beverly lui a proposé 50 000 $ pour l'envoyer 6 pieds sous terre. Alors Nicole est toujours sur le qui-vive, prête à se défendre coûte que coûte. Vous avez pensé à tout. La voiture est garée dans ce sens-là pour une bonne raison? Pour m'enfuir plus vite. On m'a toujours dit de me garer en marche arrière. Comme ça, je peux sauter dans ma voiture et partir. Elle me montre les précautions qu'elle prend à chaque fois qu'elle quitte son domicile. J'ai un porte-clés spécial. On dirait un chat. On dirait un chat, mais avec des oreilles très pointues. Si quelqu'un me prend par surprise ou m'attaque par derrière, je peux me défendre avec ça. Après vous. D'accord. Et même une fois dans la voiture, vous pensez à votre sécurité à tout moment. Qu'est-ce que vous avez toujours avec vous? J'ai un pistolet à choc électrique qui ressemble à un portable. Donc, ça passe totalement inaperçu. J'ai aussi ce qui ressemble à un tube de rouge à lèvres, mais c'est du gaz lacrymogène. Vous ne pensiez pas épouser un monstre. Vous l'aimiez. Totalement. Nicole et Kevin se sont rencontrés à l'université d'Eastern Michigan. Il était capitaine de l'équipe de foot. Drôle, charismatique, concentré sur ses études. Il avait l'air normal au début. Je n'ai pas su reconnaître les signes quand ils se sont manifestés. Je croyais qu'il agissait par amour, alors qu'il cherchait à me contrôler. Donnez-moi un exemple. Il me rabaissait subtilement, me traitait d'idiote, et ça pouvait empirer quand on se disputait. Il disait « Va te faire foutre, grosse vache ». Après l'université, Kevin devient joueur semi-professionnel quelque temps. Puis il entre dans la police. Mais il choisit finalement le métier de visiteur médical. Sa situation financière s'est beaucoup améliorée. Ils ont un premier enfant, Miles, puis se marient. Les violences sont encore occasionnelles. Nicole met au monde un 2e enfant, Carter. Après 6 ans de mariage, la violence physique est devenue monnaie courante, souvent devant les enfants. C'est monté crescendo. Il me poussait par terre, me tordait le bras dans le dos. Vous est-il déjà arrivé de devoir dissimuler les traces de coups?
Oh oui, je suis devenue une experte en la matière. Quand mes collègues me demandaient ce qui s'était passé, je disais que j'avais reçu la balle au baseball, ou bien que j'étais tombée et m'étais blessée au coude, ou encore que je m'étais cogné la tête contre un placard. À qui en avez-vous parlé? Personne. Qui savait? Personne. Et vous n'êtes pas parti? C'était toujours suivi par « je vais changer, je t'aime, on va y arriver ». Et je croyais tout ce qu'il me disait. Mais elle le croit aussi quand il commence à la menacer de mort. Ce sont ces mots. Je te retrouverai et je te tuerai. Nicole et Beverly élèvent leurs deux fils, Miles et Carter, dans une maison qui cache de sombres secrets de famille. Comment vous êtes-vous retrouvés avec un revolver pointé sur vous? Il était de plus en plus cyclotimique. Je ne savais jamais s'il allait être de bonne humeur ou violent et négatif. Les enfants ont 6 et 10 ans lorsque Kevin Beverly décide de tuer des oiseaux qui font des dégâts dans le jardin. Il a décidé de tuer les oisillons à coups de pelle. Mon plus jeune fils s'est mis à hurler parce que mon ex-mari refusait d'arrêter. Quand j'ai pris mes clés pour partir avec les enfants, il m'a attaqué. J'ai essayé de m'enfuir par le garage. Il m'a attrapé par les cheveux, m'a traîné dans la maison et a refermé la porte du garage. Il a essayé de m'étrangler. On était dans la buanderie où il y avait toutes les chaussures et il me frappait avec tout ce qu'il trouvait. Il pesait plus de 135 kilos et il m'a sauté dessus en enfonçant son genou dans ma cage thoracique. Il me frappait des deux côtés de la tête, sur le crâne et dans le ventre, puis il s'est relevé et m'a donné plusieurs coups de pied. Ensuite, il a braqué un revolver sur moi et m'a dit toutes les raisons qu'il avait de me tuer. Que j'étais stupide, flemmarde, que j'étais une mauvaise mère. Je ne méritais pas de vivre. Il a déchargé et rechargé son arme. Il faisait les 100 pas, hurlait, criait. Il confisque le téléphone et les clés de voiture de Nicole. Je me suis demandé si je devais m'enfuir, parce que je pouvais atteindre la porte. Mais le risque qu'il me tire dans le dos alors que je m'enfuyais était trop grand. Le lendemain matin, Kevin Beverly n'exprime cette fois aucun remords. La première chose qu'il m'a dite, c'est que je lui devais des excuses parce qu'il avait failli me tuer la veille. Il se sentait tout puissant parce qu'il me terrorisait. Et il adorait ça. Où que tu ailles, je te retrouverai et je te tuerai. Et vous l'avez cru? Oui, et je crois encore qu'il l'aurait fait, absolument. Nicole a trop peur de son mari pour prévenir la police. Ce que j'ai fait à la place, c'est appeler Safe House. Safe House est le foyer pour femmes battues de la région. Barbara Nismay, la directrice du foyer, pense que le terme de violence conjugale est trop faible. On accueille 5000 victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales chaque année dans ce comté. 5000 dans un seul comté? Un seul, oui. Ce sont des proportions épidémiques. Rien que dans le Michigan, 10 femmes sont tuées tous les mois par leur conjoint ou ex-conjoint. C'est quand elles décident de partir qu'elles sont le plus en danger. De l'extérieur, on dirait que vous dirigez un hôtel, mais c'est un hôtel pour femmes traquées. Oui. Le plus difficile pour ces victimes de violences est souvent d'accepter la réalité. Imaginez tomber amoureux. À quel point c'est merveilleux et l'espoir que vous mettez dans cette relation. L'espoir, je n'arrête pas d'entendre ce mot. Oui. Quel rôle joue l'espoir là-dedans? L'espoir joue un rôle considérable. Elles espèrent que la violence va s'arrêter. On arrête bien de fumer ou de boire. Mais en matière de violence conjugale, il est rare qu'un homme arrête d'être violent. Il veut contrôler sa conjointe. À part ça, c'est un super type. Il a un bon travail, subvient aux besoins de sa famille. Il n'a pas d'antécédents judiciaires. J'ai entendu ça des millions de fois. Si le terme « violence conjugale » ne suffit pas, que diriez-vous? Je parlerai d'agression en série avec potentiellement l'intention de tuer. D'après les statistiques américaines, une femme battue quitte son conjoint 7 fois en moyenne
avant de réussir à partir définitivement. Les histoires sordides que Nicole découvre au foyer pour femmes battues la poussent à agir malgré ses angoisses. Comment faire vivre ses 2 enfants avec son salaire d'assistante sociale? C'est facile de dire que ce n'est pas une question d'argent tant qu'on n'a pas à s'inquiéter de devoir nourrir ses enfants et leur offrir un toit. Je devais partir. Je ne pouvais pas rester. J'ai pris seulement quelques vêtements pour qu'ils ne remarquent rien et j'ai demandé une ordonnance de protection. Elle s'enfuit avec ses enfants chez sa sœur au Canada. Quand il s'est aperçu qu'on était partis et qu'il y avait cette ordonnance, soudain il a dit « Je suis désolé, reviens s'il te plaît, je ferai tout ce que tu veux, je me ferai soigner. » Mais quand il a vu que ça ne marchait pas, il a commencé à me menacer. En 2019, le divorce est prononcé. Mais l'histoire est loin d'être terminée. C'est allé jusqu'où? C'est allé très loin. De quoi vous a-t-il menacé? De me trancher la gorge et de me retrouver. Aujourd'hui, la peur s'invite au quotidien dans la vie de Nicole Beverly. Elle est toujours sur ses gardes, jamais en sécurité. Elle raconte son histoire aux autorités depuis des années et enchaîne les procès pour tenter de contrer les menaces de son ex-mari. Il nous a suivis, mes fils et moi, à un entraînement de football et m'a dit qu'il me trancherait la gorge. Carter Beverly a vécu presque toute sa vie avec ces menaces permanentes. Tu as 14 ans, tu es en 4e ou en 3e? 4e. 1m85, 90 kg, et tu es en 4e. Pas mal. Ouais. Cela fait 6 ans que Carter n'a pas vu son père. Il avait 7 ans et son frère Miles 11 ans quand leurs parents ont divorcé. La mère de Nicole, Sally, se souvient d'un jour où elle est allée les chercher chez leur père. On était en voiture quand tout à coup, Miles a éclaté en sanglots. Il ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Il a dit « Papa m'a frappé ». Mais je n'ai pas le droit de le répéter. Il m'a dit que si je le répétais, il réduirait en bouillie la tête de maman et qu'il en ferait du steak haché. Nicole fait tout pour que son ex-mari ne découvre pas sa nouvelle adresse, mais il parvient à retrouver sa trace. Il m'appelait et me demandait à qui était la voiture garée dans l'allée ou bien pourquoi la lumière était allumée. Il est venu chez moi un jour et m'a jeté une cigarette à la figure en proférant des menaces. Nicole appelle la police. L'officier Paul Corey décide de se rendre sur les lieux quand il reconnaît le nom des Beverly suite à une précédente intervention. J'avais déjà eu affaire à lui plusieurs fois et je voyais qu'il essayait de se servir de son expérience dans la police pour tisser des liens avec moi et en quelque sorte s'attirer ma sympathie. L'officier Corey a fini par comprendre la dangerosité de la situation. Je voyais qu'il essayait de m'influencer. Alors j'ai appelé mon supérieur et je lui ai demandé de m'autoriser à l'interpeller. Kevin est arrêté et inculpé pour acte de violence conjugale. Il passe une nuit en prison avant d'être relâché. Si on torture un chien, on fait de la prison maintenant, dans la plupart des cas. Oui. Si on fait la même chose à sa femme, on n'est pas systématiquement condamné. La première arrestation donne lieu à un sursis et parfois à 90 jours d'incarcération. Dans les affaires de violence conjugale, l'agresseur ne doit pas contacter la victime. Mais il ne pouvait pas s'empêcher d'entrer en contact avec elle. Il viole à plusieurs reprises l'interdiction d'approcher et est rapidement inculpé de harcèlement. Quand je dînais avec des amis, il débarquait dans le restaurant. Ou bien il m'observait par la fenêtre. Il me traquait. La mère et la sœur de Nicole se souviennent de ce climat d'angoisse. Quand tu es allé au commissariat, les policiers ont regardé par la fenêtre et t'ont demandé s'il conduisait une voiture blanche. Parce qu'ils t'avaient suivi jusqu'au commissariat. Nicole demande aux autorités d'obliger son ex-mari à rendre ses armes à feu. Mais dans le Michigan, ce n'est pas si simple. Même s'il y a condamnation pour violence et interdiction d'approcher, la justice ne le fait pas. Dans ce genre d'affaires, le fait que le mari violent soit armé multiplie par 5 la probabilité qu'il tue sa victime. Se procurer une arme devient une obsession pour Kevin. Lors d'une déposition faite en 2011,
Un ami de Kevin déclare que ce dernier lui a demandé s'il savait où se procurer une arme, car il voulait faire sauter la cervelle de Nicole. Kevin lui aurait aussi demandé s'il connaissait quelqu'un pour liquider son ex-femme. Désespérée, Nicole réunit des preuves de ses menaces et va trouver le contrôleur judiciaire de Kevin. Quand il a appris qu'il allait être arrêté pour ses menaces, Kevin a frappé son contrôleur judiciaire et a pris la fuite. J'ai reçu un appel pour me dire de rassembler mes affaires et de me mettre en sécurité. Kevin reste en cavale pendant 5 jours, mais continue d'appeler et de menacer Nicole. Voici quelques-uns des SMS envoyés pendant cette période. Je fais des économies pour tuer mon ex et moi. Et celui-là, je pense sérieusement à la tuer et moi ensuite. T'as pas un flingue à me prêter? À un autre ami, je veux buter cette garce, même si mes gosses en souffrent. Des officiers retrouvent finalement Kevin dans un motel à Dearborn, dans le Michigan, et l'arrêtent. L'État contre Kevin Beverly. Lors de son procès 7 mois plus tard, il tente de négocier une remise de peine. Monsieur le juge, beaucoup de ce qu'a dit mon ex-femme était faux ou exagéré. Je comprends parfaitement que notre mariage est terminé, que c'est fini entre nous, et j'ai tourné la page. J'ai passé 7 mois et demi en prison et c'était pour moi une grande leçon d'humilité. Mais Nicole appelle à la compréhension du juge. J'aimerais vous faire part de ma profonde angoisse. J'ai très peur que M. Beverly intente à ma vie à sa sortie de prison. Je suis persuadée qu'il n'arrêtera pas avant de m'avoir tuée, mutilée ou défigurée. Kevin tente de minimiser ses menaces. Nous avons eu des conversations très tendues à ce sujet, mais je n'ai jamais menacé de la tuer ou de la mutiler. Arrêtez, Monsieur Beverly, ça ne sert à rien. C'est exactement, précisément, le genre d'excuses et d'explications que vous m'avez servi à chaque fois que vous avez comparu ici. Et à ce stade, je ne vois aucun signe d'espoir. Il est condamné à une peine de 15 mois à 5 ans derrière les barreaux. Mais le verdict ne met pas fin au cauchemar de Nicole. Au cours de l'incarcération de Kevin, les autorités contactent plusieurs fois Nicole. D'après ses codétenus, son ex-mari serait en train d'organiser sa vengeance. Elle demande aux autorités du Michigan de prolonger l'incarcération de son ex-mari. J'ai commencé à appeler le bureau du procureur, mais on me disait toujours qu'on ne pouvait rien faire pour moi. À mesure que la date de libération de Kevin approche, l'entourage de Nicole est très inquiet. Elle est à 100% convaincue qu'il veut la tuer. Oui, je suis d'accord, c'est ce qu'il a dit. La probabilité est très forte. Il rumine en prison et sa colère est de plus en plus grande. Si j'étais à la place de Nicole, j'envisagerais le pire et je ferais tout pour me protéger ainsi que ma famille. J'ai demandé aux enfants s'ils étaient allés dans le hangar et ils ont dit non. J'ai déménagé après ce qui m'était arrivé, mais je suis revenue parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être forte. Être forte, c'est être belle. Pendant l'incarcération de son ex-mari, Nicole découvre la solidarité auprès d'autres victimes de violences conjugales. On ne sortait ensemble que depuis quelques mois, quand il a essayé de me tuer. Elle réunit chez elle un groupe de soutien pour femmes battues. J'étais debout devant le canapé avec mon bébé qui avait 1 an à l'époque. Il s'est jeté sur moi et m'a bloqué sur le canapé en essayant de m'étrangler. Mon fils m'a retrouvée par terre un jour dans un état lamentable. Et il m'a dit « C'est encore papa qui a fait ça ?» J'ai eu le déclic. Tout à coup, j'ai compris. Encore? Oui. L'autre soir, on m'a posé une question et ça m'a dérangée parce que je n'ai pas su répondre. Pourquoi tu es resté? J'aimais mon ex-mari. Profondément. Et il était très fort pour me convaincre que je l'avais provoqué. Beaucoup de femmes souffrent en silence, et surtout dans les communautés noires, parce qu'on n'aime pas raconter notre vie privée. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le jour où il m'a plaqué contre le mur. Il m'a regardé droit dans les yeux, et j'ai su que si je ne partais pas, il finirait par me tuer. Les femmes de ce groupe sont considérées par la police comme de potentielles victimes de meurtre.
leur vie est menacée. Je crois que les procureurs s'inquiètent de ce que nos ex sont capables de faire une fois dehors. On a toutes les deux reçu un appel du procureur pour prélever nos empreintes digitales et celles de nos enfants. En cas de meurtre, on serait plus facile à identifier. C'est ridicule. Ils savent à quel point nos ex sont dangereux. L'approche de la police choque Nicole. On m'a aussi demandé mes empreintes dentaires et celles de mes enfants. Pourquoi? Pour pouvoir identifier les corps, si jamais mon ex-mari venait à nous tuer. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'était comme un énorme coup de poing dans le ventre. La terreur est devenue le quotidien de Nicole. Il a essayé d'engager plusieurs tueurs à gages pour me tuer ou pour tuer mes enfants devant moi. Une nuit, alors qu'il était en prison, vous saviez qu'il avait demandé à des gens de vous faire du mal. Il était tard quand j'ai vu que la lumière était allumée dans le hangar. Je n'y étais pas allée. Alors j'ai demandé à mes enfants s'ils y étaient allés un peu plus tôt. Ils m'ont répondu non. Mais compte tenu de la situation, et comme je ne savais pas combien de personnes il avait contacté pour me tuer, je ne voulais pas aller voir. Alors j'ai dit aux garçons de verrouiller les portes et de ne pas sortir. Au bout d'une demi-heure, Carter m'a dit « Maman, la lumière s'est éteinte ». J'ai appelé la police. J'ai expliqué que j'étais dans leur fichier, car mon ex-mari menaçait de me tuer. On m'a dit « D'accord ». Il a fallu attendre encore 1 heure et 6 minutes avant qu'un officier arrive, qui m'a dit que je n'étais pas en sécurité dans la maison. 1 heure, c'est très long, quand on se demande s'il n'y a pas un assassin dehors. Ouais, c'était vraiment interminable. Quand la police arrive enfin, le hangar est désert. Il vous a fallu 1 heure pour aller là-bas. C'est toujours comme ça? Ça ne devrait pas être comme ça, sûrement pas. D'après la lieutenante Marlène Radzik du bureau du shérif du comté, les autorités font en fonction de leurs moyens. J'avais de la peine pour Nicole, car elle était sûre qu'un jour ou l'autre, elle et ses enfants seraient assassinés par son ex-mari. Les autorités n'ont pas les moyens de protéger une femme comme elle 24 heures sur 24? J'ai pris la décision, après l'épisode du hangar, de partir. Rester était trop dangereux. On m'a dit que je n'avais qu'à changer d'identité ou d'adresse, changer de nom. Ce n'est pas si simple. Si je change de nom, il peut me retrouver grâce à mon numéro de sécu. Si je change de nom et de numéro de sécu, je perds mon parcours universitaire, mes antécédents professionnels, donc je repars de zéro. Qu'est-ce que ça fait de savoir que cet homme demande à des gens de vous faire du mal? C'est quoi ta réaction? Je trouve ça triste, parce que cet homme est mon père. Alors qu'il veuille tuer son fils, ça me paraît totalement absurde. C'est la famille, quoi. J'en sais rien. Moi non plus. Comment expliquer ça? Comment trouver un sens? Pour vous, vos enfants? Comme je l'ai déjà expliqué, ce serait la pire façon de me faire du mal. Le pire châtiment possible pour moi serait de faire du mal à mes enfants, que j'aime plus que tout au monde. Une amie inquiète organise une collecte de fonds pour Nicole et rassemble plus de 40 000 $ pour l'aider à partir. Beaucoup apportent leur soutien sous d'autres formes. La seule façon de se protéger, même si on a appelé la police, c'est de se défendre soi-même. On ne peut compter que sur soi. On va commencer par vous apprendre à vous dégager. Dale Brown est un ancien parachutiste. Il a ouvert à Détroit un centre d'autodéfense. Qu'avez-vous appris sur le degré de criminalité et de violence dont est capable un agresseur? Tout d'abord, un agresseur est très manipulateur. Il agit comme un prédateur envers les personnes qu'il identifie comme ses victimes. N'oubliez pas que la plupart des policiers tués le sont lors d'interventions pour violence conjugale. Ça vous donne une idée du danger. Toutes les personnes présentes lors de cette séance sont des victimes directes de violences conjugales. Quand l'amour devient mortel, les statistiques sont horribles. Pourquoi ça ne s'arrange pas?
Parce qu'on n'enseigne pas un autre comportement. Personne n'apprend aux garçons qu'on ne contrôle pas une femme. De nombreux organismes privés comme celui de Dale ont commencé à apparaître dans tout le pays. Ils comblent un vide laissé par les autorités. On aide à mettre les femmes en sécurité physiquement, à les protéger à leur domicile. Quand Dale Brown a eu vent de l'histoire de Nicole, il a proposé de lui apprendre à se défendre quand son ex-mari sera libéré. La prison ne l'a pas forcément changé. Il est peut-être même encore plus en colère. Lors de ma première rencontre avec Nicole, son ex-mari est sur le point d'être libéré. Nicole est prête à faire ses valises et à s'enfuir. Dans moins d'une semaine, ce sera un homme libre. Je commence à m'organiser, à trouver un endroit où emménager, mais je n'ai pas encore baissé les bras. Après s'être battu auprès des autorités pour que la peine de son ex-mari soit prolongée, son histoire attire enfin l'attention des médias. Toute la communauté m'a apporté son soutien et s'est démenée pour écrire des lettres, des emails, passer des coups de téléphone, et enfin j'ai obtenu une réponse. Suite aux menaces de Kevin, le procureur du Michigan décide de le poursuivre à nouveau, cette fois pour extorsion et tentative d'intimidation et de représailles. Pour son avocat, Paul Thailenda, le procureur a cédé à la pression publique et les nouveaux chefs d'accusation sont injustifiés. Imaginez que votre père, condamné pour un crime il y a des années, ait purgé sa peine et devait à nouveau être jugé pour le même crime, mais qualifié différemment, et qu'il retourne en prison pour ce même crime. Ce n'est pas digne de la justice américaine. 3 juges dans 3 comtés différents doivent désormais déterminer si les preuves sont suffisantes pour engager de nouvelles poursuites. L'État du Michigan contre Kevin Lynn Beverly. Nicole n'a pas revu son ex-mari depuis 5 ans. J'appelle à la barre Nicole Beverly. Je ne dois pas oublier que des gens sont là pour me protéger. J'ai toujours peur qu'il essaie de m'attaquer, qu'il se passe quelque chose. Ce sont ces mots. Je te retrouverai et je te tuerai. L'avocat de Kevin réclame que son client soit jugé en homme libre. Dans 1 semaine, il aura purgé la totalité de sa peine. Il n'est pas une menace, il n'est pas un danger. Je n'aime pas le reconnaître, mais la prison a été efficace. Il a été émasculé et calmé par son incarcération. Mais l'accusation riposte. Si on regarde ses appels téléphoniques, il disait qu'il la détestait encore l'an dernier. Il cherchait quelqu'un pour la tuer. Il représente un danger pour cette communauté. Paul Thailenda considère que ces nouvelles poursuites ne résolvent rien. Dans cette situation, la fin justifie les moyens. La fin consiste à maintenir mon client en prison pour faire plaisir à Nicole jusqu'à ce que ses enfants quittent la maison. Mais ça ne résout pas le vrai problème. Il n'y a pas de loi dans ce pays qui protège les victimes une fois leur agresseur sorti de prison. Le juge va devoir rendre son verdict. L'État du Michigan contre Kevin Beverly, affaire numéro 170-51-83. Lors de la dernière audience préliminaire visant à déterminer si Kevin Beverly doit être à nouveau jugé, ses codétenus défilent à la barre. Quel genre de choses dit-il au sujet de sa femme? Il parle de différentes manières de la tuer. L'avocat de la défense l'interroge à son tour. Avez-vous eu des problèmes avec lui? Rien, hormis que si je le répétais à quelqu'un, il me le ferait payer. Je l'ai déjà entendu dire ça. Le témoin suivant refuse d'être filmé. Il a donné l'ordre de la tuer avec les enfants. Eh bien, il a dit qu'il allait lentement tuer les enfants sous ses yeux et la tuer ensuite. Pour Paul Thailenda, la parole des détenus n'a aucune valeur. Ils ne sont pas crédibles, ce sont des détenus. Ils ont quelque chose à gagner avec ces déclarations. Néanmoins, le juge décide de maintenir les poursuites. Nicole doit désormais se préparer pour 3 procès dans 3 comtés différents. Le processus judiciaire est interminable. Nicole revient de loin. Depuis qu'elle a quitté son mari en 2010, elle a enduré les audiences, les convocations au tribunal, les retards de procédure. Et maintenant,
ces 3 nouveaux procès. Les obstacles s'enchaînent. C'est typique des affaires de violence conjugale. Mais heureusement, je suis toujours en vie. Kevin Beverly a refusé d'être interviewé en prison. Alors je me rends dans un centre de réinsertion pour hommes violents, un programme imposé par le gouvernement. Qui parmi vous sait maintenant qu'il était violent? Mon objectif est de tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête de ces agresseurs. Ce n'est pas rare qu'un homme condamné pour violence conjugale devienne encore plus violent. Une fois en prison. Oui, exactement. Il la rend responsable d'avoir appelé les flics. Tu m'as fait ça, alors je dois te le faire payer. J'en suis là à cause de toi. Donc vous pensiez dans la situation où vous étiez violent que c'était vous la victime? Oui. Ces hommes travaillent dans le bâtiment, la restauration, le management. L'un d'eux est sans emploi, il y a même un médecin. C'est intéressant de voir que vous venez tous d'horizons très différents. Et pourtant, vous tirez tous les mêmes conclusions au sujet de vous-même et des difficultés à surmonter pour avancer. Tout ce qui m'arrivait était la faute de quelqu'un d'autre. Je disais toujours que c'était elle qui m'avait forcé à la gifler. Si elle avait arrêté de la ramener et de me contrarier, je l'aurais pas frappé à la tête avec une poêle. Pourquoi vous ne vous rendiez pas compte de la gravité de vos actes? Parce que pour moi, je n'avais jamais frappé une femme avec l'intention de lui faire mal. Mon intention était de la convaincre de faire ce que je voulais. J'étais le roi à la maison. Ces programmes donnent peu de résultats, mais quelques hommes en tirent des enseignements. Si elle dit quelque chose qui me déplaît à l'avenir, je réfléchirai avant de réagir. C'est pas facile. Pas du tout. C'est dur de changer, n'est-ce pas? Kevin Beverly refuse de changer. Un comportement inexplicable pour Miles, son fils aîné. Je lui ai pas parlé depuis que j'avais quoi, 13 ou 14 ans? Je suis surpris qu'il n'ait pas encore dépassé ça, qu'il soit toujours autant en colère. La plupart des gens qui font de la prison, ils se tournent vers Dieu ou bien ils cherchent à être en paix avec ce qu'ils ont fait, je sais pas. Mais pas lui, j'imagine. Miles est boursier en sport-études à l'université du Delaware. Footballeur comme son père, mais son modèle, c'est sa mère. Ma mère est très forte. Elle subit tout ça depuis que je suis en 6e. Elle a toujours fait comme si tout allait bien. Elle voulait simplement qu'on soit heureux, mon frère et moi, en nous donnant tout ce qu'on avait avant. J'essaie juste de pas trop penser à mon père. Nicole continue de se battre et d'élever ses garçons sans leur père. Tu as quoi de prévu cette semaine? Il y a une soirée organisée vendredi. C'est vrai? Ouais. Sympa. Il a manqué des années magiques avec ses enfants, qui sont devenus des garçons formidables. Tu t'inquiètes pour ta mère? Ouais, mais je m'inquiéterai encore plus quand il sera dehors. Je n'ai jamais vraiment pu souffler, car j'ai toujours dans un coin de la tête qu'il va être libéré un jour. J'ai peut-être 4 ans devant moi, 7 ans, 10 ans, mais je sais qu'à un moment, j'aurai de toute façon peur pour ma vie et celle de mes enfants. Personnellement, je ne serais pas capable de sortir de chez moi, de vivre normalement. Je ne sais pas comment vous faites. Je sais ce que vous allez dire, que vous n'avez pas le choix pour les enfants, mais je ne comprends pas. Certains jours, c'est très dur de me lever le matin. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Je choisis de me lever et d'essayer de profiter au maximum du temps que j'ai pour changer les choses. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. C'est ce que vous venez de dire. Mais c'est la vérité. Le destin de Nicole va se mêler à celui de Kevin, alors que la cour décide de leur avenir. Nous demandons que l'accusé soit reconnu coupable. Nicole Beverly s'est engagée dans la lutte contre la violence conjugale et se sert de son expérience. Nicole est parent d'élève et assistante sociale et se bat contre cette violence qu'elle a elle-même subie. Je vous prie de l'applaudir avec ses 2 fils Miles et Carter. Je n'ai pas su identifier les signes. Si quelqu'un qui avait vécu la même chose que moi me les avait décrits et m'avait mise en garde,
Je les aurais vus dès le début de notre relation. Je dis toujours aux enfants, identifiez les signes et fuyez. Aujourd'hui, elle organise une manifestation contre la violence au lycée de son quartier. Merci pour tout ce que tu fais. C'est très important. Merci de ton soutien. Enfin, au printemps 2018, c'est l'heure du verdict dans les 3 procès contre Kevin Beverly. Va-t-il sortir de prison? Vouliez-vous vous venger de Madame Beverly pour vous avoir dénoncé à la police? Oui. Le procureur a proposé un accord. Si Kevin Beverly plaidait coupable dans les 2 premiers procès, les charges du 3e seraient abandonnées. Plaidez-vous coupable? Oui. Il respecte l'accord dans le premier procès. Je suis encore sous le choc qu'il ait plaidé coupable. Je ne l'ai pas vu venir. Mais dans le 2e procès, il change d'avis et un jury populaire doit être convoqué. En l'espace de 8 jours, entre le 16 octobre et le 25 octobre 2012, le prévenu a appelé Nicole à 183 reprises. La procureure insiste sur la peur que Nicole affronte au quotidien. L'emprise de l'accusé sur Nicole n'avait pas de limite. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, cette emprise s'arrête grâce à vous. Quand il a été inculpé en 2013, tous ces crimes, ces insultes, ces actes violents ont été examinés et qualifiés de harcèlement aggravé. 5 ans et demi plus tard, ils sont revenus à la charge, ont pris quelques appels au hasard, les ont qualifiés d'autres crimes passibles d'une autre peine et ont engagé des poursuites. Mais le jury ne voit pas les choses ainsi. On me dit que vous avez décidé d'un verdict. Kevin est reconnu coupable. Ça s'est très bien passé. Il a été reconnu coupable à la fois d'extorsion et de tentative d'intimidation. L'issue du premier procès surprend tout le monde. Kevin Beverly est condamné à 5 à 10 ans de prison supplémentaires. Je suis encore sous le choc. Lors du 2e procès, l'avocat de la défense tente de faire la distinction entre les menaces verbales et les actes de violence physique. Il n'y a rien de sadique dans un coup de fil. Ce n'est pas une torture, c'est un désagrément. Kevin Beverly appelle à la clémence du juge, ainsi que de Nicole. J'aime mes enfants. Je ne leur ferai jamais de mal. J'ai même encore des sentiments pour mon ex-femme. Je veux leur bonheur à tous les 3. Alors, s'il vous plaît, n'oubliez pas que j'ai déjà fait 5 ans de prison. Au procès, il dit qu'il m'aime encore. Mais 2 jours plus tard, il m'appelle pour me dire qu'il va me tuer et me trancher la gorge. Ça ne veut rien dire quand il parle de ses sentiments. Monsieur Beverly a déclaré à plusieurs reprises en prison qu'à sa sortie, il se rendrait à mon domicile, tuerait mes enfants devant moi et me torturerait à mort. La parole est à la juge. Le problème n'est pas tant que vous ayez tenté, mais que vous soyez parvenu à terroriser votre ex-femme et vos enfants, même lorsque vous étiez en prison. Votre femme et vos enfants ne se sentaient pas en sécurité parce que vous n'étiez pas capable de vous taire. La condamnation tombe. 13 à 35 ans à effet immédiat. Cette peine de prison est concomitante à celle du premier et du 3e procès, où il a aussi plaidé coupable. Kevin Beverly va rester en prison pendant au moins 13 ans. Tout est bien sûr de ma faute, car c'est moi qui ai demandé l'aide du procureur général. Je suis fière de toi. Il va peut-être devenir encore plus dangereux, parce qu'il a 13 ans pour ruminer et organiser sa vengeance quand il sortira. Pour l'avocat de Kevin Beverly, la condamnation est disproportionnée. Cette affaire a fait 2 victimes. On en avait déjà une. Et suite à ces procès, on en a une autre. Il pense que son client fera appel. Ma crainte pour tous les habitants du Michigan est que ce genre d'affaires se multiplie et qu'on continue à punir des mots comme on punit des actes. Pour Nicole, savoir que son ex-mari va rester en prison pendant encore quelques années est une victoire douce amère. Qu'aimeriez-vous lui dire aujourd'hui? Même s'il m'a anéantie, je me suis relevée et je me suis reconstruite pour être plus forte et meilleure. Nicole veut continuer d'aider d'autres femmes à quitter leur mari violent et tente de faire changer la loi. Personne ne pense jamais devenir une victime de violence conjugale.
Mais cette femme traquée sait que sa vie ne sera plus jamais la même. Même quand le ciel est bleu, il y a toujours un nuage noir à l'horizon, car il sortira de prison un jour. Il peut aussi tenter d'engager d'autres personnes pour nous tuer pendant cette période. Ce n'est pas terminé, et ça ne le sera sans doute jamais, malheureusement.